Donc, voilà, merci, comme disait Corinne, là, merci d'être là. Donc, on participe au Festival de Cultiver Montréal. On est vraiment content de contribuer à la grande programmation aussi cette année. On a décidé de vous parler un petit peu de comment on fait pour mettre en place une rue comestible et de vous présenter le projet qui a eu lieu là, l'année dernière, donc la promenade des saveurs. Aujourd'hui, là, dans l'atelier, dans la conférence, je vais vous faire une petite mise en contexte. On va parler des aspects techniques. On va avoir un survol sur les bons coups, les points améliorés et le projet à venir, en fait, les développements. Puis, on aura une bonne période de questions pour répondre à vos interrogations. Donc, la mise en contexte. Nous, au Carrefour alimentaire, on recherchait à avoir un endroit pour avoir une belle production à offrir à nos participants, nos jardiniers. Donc, le Carrefour alimentaire, c'est un organisme qui a pour mission d'améliorer l'accès à une saine alimentation pour tous et toutes et qui soutient le système alimentaire local. Donc, c'est vraiment la mission qui est au cœur de nos activités. Donc, on avait des jardins, on avait déjà des jardins dans le quartier, mais on avait vraiment besoin d'avoir un jardin qui était plus subséquent, qui pouvait produire une plus grande récolte, de plus grandes récoltes. Et donc, c'est là où on a commencé à chercher l'endroit de rêve. En même temps, on est impliqué avec notre quartier nourriture, un collectif d'organismes qui met de l'avant aussi l'élément de se nourrir et qui a une serre, en fait. On a une serre dans le collectif de notre quartier. Puis, on avait envie de réunir là, tous ces espaces-là. Donc, si vous pouvez voir là, sur l'écran, donc ici, il y a la serre de notre quartier. Il y a les jardins qui sont collectifs là. Je vais juste peut-être attendre une minute ou deux là, pour que les gens, 30 secondes, là, que les gens arrivent. Donc voilà, ici, on a les jardins collectifs communautaires, c'est-à-dire de Saint-Eusèbe. On a la serre qui est ici. On a des jardins qui sont situés dans la cour d'école. Et on a aussi, bon, on ne voit pas sur l'écran, mais d'autres jardins qui sont un petit peu plus au nord. Et on voulait vraiment créer un espace, un pôle d'agriculture urbaine dans ce secteur-là. Puis une façon de le faire, on s'est dit, c'est en fermant la rue. Euh, c'est un, c'est un secteur qui est très, très fréquenté par les familles parce que il y a des CPE qui sont tout autour. Il y a une école, il y a 3 CPE aussi qui sont vraiment dans ce secteur-là à une minute de marche, là, presque de la rue du Frêne. C'est une rue qui est non résidentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune demeure sur les abords de la rue, à l'exception de ces bâtiments-là. Donc, nous, on avait vraiment envie de venir créer un jardin dans cette rue-là pour unifier là, ce pôle d'agriculture-là. À l'époque, quand on a déposé le projet, on avait aussi l'intention d'avoir un jardin collectif fermé, donc qui était je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, là, mais qui se situe ici dans cet espace. C'était les anciens jardins communautaires qui étaient entretenus par la ville, de la ville de Montréal. Sauf qu'on n'a pas eu l'autorisation de pouvoir jardiner là. Il y a eu un incendie dans l'église, etc. Ça a été complexe. Donc, on n'a pas eu cette parcelle de terrain-là pour venir vraiment consolider la récolte, la production de nos jardins. Puis, on avait l'intention de mettre 300 Smart Pots dans la rue. C'était un projet qui était quand même ambitieux, mais qui venait vraiment toucher les besoins en fait qu'on avait au Carrefour. Juste avant, je voudrais
je voudrais vous parler, en fait, quand on a choisi aussi quand on a imaginé là, cet espace-là, ce qui était vraiment important au tout début de notre réflexion, c'est est-ce qu'on a accès à l'eau? Fait que si vous êtes dans cette démarche-là, si vous êtes dans cette réflexion-là de de faire un jardin dans la rue, il faut vraiment vous assurer que vous avez un accès à l'eau parce que sinon, le projet de jardin là, va être difficile à réaliser. Nous, ce qu'on a trouvé, en fait, c'était une bombe fontaine qui est comme ici, là, où est-ce que mon curseur se situe. Donc, avec la bombe fontaine, on a réussi à mettre en place vous le verrez plus tard, un système de goutte à goutte, mais c'est vraiment un élément incontournable. Je laisse la parole à Émilie. Oui. Donc, moi, je vais vous parler de plus l'aspect technique de l'installation du jardin dans la rue. Donc, c'est ça. À partir du moment où on a décidé que la rue, ben, on a eu l'accord avec l'arrondissement qu'on pouvait effectivement fermer la rue, ben, après ça, moi, je suis arrivée à ce moment-là pour faire les plans du jardin, puis la collaboration avec l'arrondissement. Euh, donc, c'est ça. L'arrondissement Ville-Marie s'est occupé, dans le fond, tout l'aspect de la fermeture de la rue, l'installation de la piste cyclable, même l'installation d'une grosse partie de l'irrigation. Ensuite de ça, nous, on a coordonné, dans le fond, les plans de jardin, les livraisons de terre, de plantes, de smart pots et tout ça. Puis, moi, j'ai essayé de faire mes plans, dans le fond, pour avoir que ce soit possible de déambuler dans la rue comme un sentier au milieu du jardin, euh, tout en ayant le mobilier qui a été fourni aussi par la Ville de Montréal. Puis, c'est ça, que ça soit en même temps un endroit de repos pour que les gens puissent sortir de chez eux pendant la pandémie, mais aussi un endroit où est-ce qu'on peut aller se promener puis regarder la nature. Donc, c'est quand même un espace qui est comme plat. Fait que j'ai essayé en construisant des structures en bambou, en plantant des tournesols qui avaient de la hauteur, des choses comme ça, d'essayer de quand même créer un peu de mouvement dans la rue pour que ça ait un aspect esthétique. Avec les agencements de plantes aussi de couleurs, là, j'ai essayé qu'il y ait du mouvement là, quand on regarde dans la rue. Pour ce qui est du mobilier, on essaie de le placer dans des endroits où il y avait de l'ombre là, pour que ça soit quand même agréable de venir s'installer dans le jardin pour manger, pour prendre un verre à tous les moments de la journée. Puis, ben, en même temps aussi, de laisser les endroits plus ensoleillés pour nos plantes. Avec l'arrondissement Ville-Marie, après ça, on a aussi installé le système d'irrigation. Donc, moi, ce que j'ai prévu, j'ai fait les plantations. J'ai comme regroupé les plantes ensemble selon les plantes compagnes, mais aussi selon les besoins en eau. Donc, comme ça, on a pu faire des systèmes goutte à goutte pour chaque assemblage de plantes, ce qui faisait qu'on pouvait faire comme un arrosage différent selon ce qu'on avait planté à ces endroits-là. Ensuite, ben, après ça, il y a eu toute la mobilisation là, avec nos participants puis nos bénévoles pour ce qui était de la plantation, de remplir les smart pots. On a eu énormément d'aide des gens qui habitaient autour du jardin, dans le fond. Là. Puis, je ne sais pas si c'était quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, en fait, je voudrais juste peut-être dire le choix, pourquoi on a fait le choix de ces contenants-là, en fait, en géotextile. On voulait aussi démontrer à l'arrondissement ou à un promoteur immobilier, par exemple, parce qu'on avait déjà fait un projet qui était similaire sur un terrain vacant l'année précédente. Le jardin dans la rue. Puis, on voulait démontrer que c'est possible d'avoir des jardins éphémères, donc d'utiliser des espaces urbains qui sont inutilisés pour une période indéterminée, là, au final, puis que c'est possible en une saison, de former un jardin puis de l'enlever
à la fin de la saison aussi. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a choisi ces contenants-là. Puis, qu'on n'est pas, par exemple, allé avec des bacs en bois ou un autre type de jardin. Là. Et on a choisi le format plus gros là, qui s'appelle, bon, ça, c'est des big beds de 1,2, 1,25 mètres carrés de diamètre. Parce qu'on avait cette préoccupation-là. On le sait malheureusement qu'il y a quand même qu'il peut y avoir des vols de contenants, etc. On avait déjà eu des expériences, par exemple, de l'écoquartier qui s'était fait voler des manches-trottoirs. On voulait avoir quand même un contenant qui était imposant puis qui n'était pas facilement déplaçable. C'est un des choix qu'on a fait là, lorsqu'on a imaginé le projet. Dans les aspects techniques, Émilie, j'aimerais ajouter que tu as parlé des personnes à l'arrondissement. Il y a plusieurs équipes et des divisions qui ont été impliquées durant la mise en œuvre. Pour la ville, là, disons, la personne en charge de ce projet-là du côté de la ville, c'est son poste, là, c'est la conseillère en aménagement. Je sais, je vais avoir cette question-là à chaque fois. À chaque fois, c'est une question qui revient. Et dans le fond, c'est la division de l'aménagement des parcs là, qui était vraiment en charge du projet. Mais il y a eu la division de la voirie, il y a eu les équipes de l'AQUEDUC qui est venue pour le système de goutte à goutte pour installer aussi la bombe fontaine. Étant donné qu'il y a eu l'aménagement d'une piste cyclable en même temps, on a profité pour développer la mobilité aussi dans le quartier là, du côté de l'arrondissement. Donc, il y a eu toute l'équipe de mobilité, de la planification, de la circulation qui ont été mobilisées là, pour mettre en œuvre ce jardin-là. Et que les ressources là, de l'arrondissement ont été vraiment mises à contribution pour la réussite du jardin. Voilà, les bons coups. C'est ça, tout est dit. Non, ça. Les bons coups. Nous, au Carrefour, on a été très, 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 très agréablement surpris là, à quel point les gens se sont vraiment, ils ont habité cet espace-là, là, ils se sont appropriés, c'est le terme que je cherchais, ils se sont vraiment appropriés l'espace, c'est devenu un espace public vraiment fréquenté. C'est sûr qu'on était dans un contexte de pandémie, de COVID, où les gens avaient besoin aussi d'avoir des espaces sécuritaires. Donc, on venait combler, on venait s'insérer en fait dans un contexte particulier, mais on a vu une très grande appréciation des résidents qui étaient là, des passants, bref, du milieu. C'est un jardin qui était, en fait, c'est ça, les jardins qui sont libres comme ça, qui sont ouverts, permettent d'avoir une diversité de personnes qui viennent. Fait que, tu sais, que tu promènes ton chien, que tu aies une famille avec des enfants, que tu viennes en vélo, que tu sois une personne seule, que tu sois une personne avec un peu plus de revenus ou une personne qui vit de la précarité financière, peu importe qui tu es le bienvenu dans un jardin ouvert comme ça. C'est vraiment un des facteurs de succès du jardin de la promenade des saveurs. Puis, c'est ce qu'on recherchait à faire, là, à réaliser. Puis ça, c'est un résultat finalement, mais c'est aussi un bon coup parce qu'on a atteint notre objectif. Donc, dans les secteurs qui sont très en développement, là, comme le centre-sud, c'est vraiment important de créer des endroits aussi qui sont où la mixité, elle est permise, puis elle est la bienvenue, en fait. Donc, le jardin répondait aussi à ce critère-là. L'autre bon coup, c'est tout le respect de la dignité, en fait, avec des jardins libres tels que la rue Dufresne, parce que, ben, tu n'as pas besoin de t'inscrire, tu n'as pas besoin de le dire que tu as besoin de légumes ou que ça va faire une différence dans ta liste d'épicerie. La récolte était possible pour tout le monde. Donc, c'est vraiment de se servir là, dans le jardin. Puis ça vient vraiment compléter
rejoindre les valeurs du carrefour alimentaire de dignité humaine. Puis cet objectif-là a été atteint aussi. Je me suis pris des petites notes, là, je vais juste voir. Ah oui, dans tout le contexte de la pandémie, tu sais, je vous avais montré tout à l'heure qu'il y avait une école qui est à côté. Puis, l'espace de repos qu'Émilie vous parlait tout à l'heure, là, ben, a été occupé vraiment, là, autant par les camps de jour que par l'école en septembre, là, quand l'école a repris, tu sais, ça l'a permis à l'école euh, d'expansionner là, la cour d'école. Fait que les gens venaient manger durant le dîner. Puis ça a été un espace pour les dîneurs vraiment très important. Là. On l'a vu que peu importe l'heure où tu venais, il y avait tout le temps quelqu'un dans le jardin. Fait que ça nous démontre l'attachement aussi que les gens ont pu avoir pour cet espace-là. As-tu d'autres choses à ajouter, Émilie, pour les bons coups? Excuse. Oui, j'aurais aimé ça parler des bénévoles. Dans le fond, on n'a eu aucune difficulté à mobiliser des gens pour venir nous aider au jardin. Puis, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde qui sont venus nous aider. Puis, on a vraiment vu comme le sentiment de fierté qui est venu avec ça, de suivre le jardin du début à la fin. Ouais, ça a vraiment fait du bien, je pense, à nos participants. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont dit qu'ils sont venus presque juste pour voir des gens, là, parce qu'en contexte de pandémie, euh, beaucoup de personnes qui habitent seules, par exemple, ont quand même besoin de contact humain. Donc, je pense que ça a aidé aussi beaucoup à ce niveau-là. Après ça, pour les aspects améliorés, il y a eu, au niveau de la gestion des récoltes, il y a beaucoup, beaucoup de nos récoltes ont été récoltées dans le fond par les passants, ce qui était vraiment le but du projet. Par contre, on a certains participants qui venaient vraiment pour essayer de faire baisser un peu leur facture d'épicerie, qui étaient plus déçus par cet aspect-là. Donc, cette année, on veut miser plus sur la sensibilisation à ce niveau-là, sur la signalétique pour expliquer à quoi servent les récoltes, montrer aussi comment récolter certains légumes, comme par exemple, on avait des brocolis qui avaient été récoltés comme des choux parce que les gens ne savaient pas que c'était des brocolis qui avaient été plantés, là. Donc, essayer de clarifier des choses à ce niveau-là. Puis, ben, c'est ça, en même temps, essayer de trouver une manière que le partage soit plus équitable entre nos participants qui vivent de l'insécurité alimentaire puis la communauté. C'est ça. Ensuite de ça, ben, au niveau de la propreté, je ne sais pas pour les passants s'ils ont vraiment remarqué, mais moi dans le jardin, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de déchets dans les smart pots, des poches de cigarettes, du verre brisé aussi. Puis, donc, pour ça, dans les solutions que je verrais, ben là, j'ai demandé à l'arrondissement d'installer plus de poubelles puis de cendriers dans le jardin. Puis, je pense aussi organiser des corvées de nettoyage, peut-être une fois ou 2 semaines ou une fois par mois pour le voisinage, puis pour nos bénévoles aussi. Après ça, ben, il y a la coordination avec l'arrondissement, que l'année dernière, on a comme ça a été moins fluide, par exemple, que cette année. Juste pour la fermeture de la rue, les dates, pour nous aussi, l'organisation par rapport à quel moment qu'on installe le jardin, pour la plantation, puis tout ça. Donc, cette année, c'est plus clair, c'est quoi nos rôles au Carrefour, c'est quoi les rôles à l'arrondissement. Puis, on a un échéancier plus clair là, cette année. Donc, il y a déjà une amélioration à ce niveau-là. Après ça, c'est sûr que les places de stationnement sont quand même un enjeu majeur avec la fermeture de la rue. Donc, on est consciente que
ça crée un peu d'insatisfaction dans le quartier. Mais on essaie d'évaluer certaines possibilités pour voir s'il y aurait moyen d'ouvrir d'autres places de stationnement ailleurs. Puis, c'est ça. Sinon, ben, on essaie de sensibiliser les gens à ce que, à voir l'importance d'avoir quand même un grand jardin dans le quartier, puis de miser un peu ben, sur les bienfaits là, de ce jardin-là, plus que sur le manque de stationnement. As-tu quelque chose à rajouter, Sylvie? Euh, oui, mais en fait, on est en train aussi de développer, au-delà de la gestion de la récolte, on essaie d'autonomiser le plus possible les jardiniers et jardinières qui se présentent au jardin. Fait qu'on est en train de mettre en place un système aussi qui permet aux participants de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, tu sais, c'est quoi les tâches, c'est qui les personnes de référence, parce qu'il y a d'autres, il y a des participants qui viennent avec, tu sais, qui sont avec nous depuis plusieurs années, qui deviennent aussi des experts. Fait on essaie de miser sur la communauté pour mettre en valeur les compétences de chacun. Donc là, on travaille beaucoup là-dessus, sur ce développement d'outils-là. Puis, c'est ça. Là, fait que beaucoup, on va miser beaucoup sur la signalétique. Par exemple, quand est-ce qu'il faut récolter une tomate? Est-ce qu'on récolte une tomate lorsqu'elle est verte? Pas forcément, c'est mieux d'attendre lorsqu'elle est rouge, par exemple. Donc, c'est vraiment ce genre d'outils-là qu'on va mettre en place pour que les gens soient toujours autant le bienvenu, mais qui sont capables de s'orienter un petit peu plus dans le jardin. À venir. Tu y vas-tu, Émilie? Oui. OK. Donc, cette année, on a augmenté. Mais là, c'est ça. On a parlé qu'au début, le projet était de 300 smart pots, mais on n'a pas dit que on a fini par en installer 115 l'année dernière. Cette année, on va augmenter ce chiffre-là de 24 ou 25 smart pots. Donc, on arrive à environ 140 smart pots dans la rue. Ensuite de ça, ben, on va essayer, on essaye cette année de comme, faire plus de thématiques dans le jardin, comme on veut avoir un jardin, plus de plantes médicinales, un jardin plus comme avec plus de fleurs, avec plus de variétés exotiques de plantes comme des patates douces, des choses comme ça. Après ça, est-ce qu'on veut parler du stationnement de la GTI? Ben, en fait, on est en développement, là. C'est pas confirmé, mais on essaie d'avoir une extension du jardin. Je peux peut-être vous montrer l'image là, du début. Donc, ça, c'est le jardin ici. Puis, on sait que cet espace-là, c'est un espace qui appartient au domaine privé. Donc, c'est la GTI McDonald's là, qui est propriétaire de cet espace-là, mais qui n'est pas utilisé ni pour les automobiles. C'est pas un espace de stationnement. C'est vraiment un espace qui est inutilisé. Donc, l'arrondissement est en négociation. C'est plus l'arrondissement a demandé la permission là, d'avoir cet espace-là pour agrandir le jardin de la rue Dufresne, la promenade des Saveurs, puis d'améliorer, tu sais, d'améliorer aussi l'invitation aux familles en ayant du marquage au sol, par exemple, pour les familles, etc. Fait que c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais qu'on n'a pas encore de réponse, effectivement. Après ça, on a aussi l'intention d'essayer de garder la rue fermée au moins jusqu'à Noël ou peut-être plus tard pour faire des activités d'hiver, comme ben, éventuellement de pouvoir garder les jardins ouverts plus longtemps là, en utilisant des techniques pour avoir des récoltes plus tard dans la saison. Mais après ça, on a l'intention de faire des animations d'hiver aussi. Entre autres avec la serre, mais en association avec la ULAB, donc pour pouvoir poursuivre la saison. Mais on est aussi
encore pas certaine que ça va être approuvé avec l'arrondissement. Ouais, ben, on a eu des développements. Oui, Ah. je vais pas te contredire, là. Non, oui, cette année, en fait, la grosse nouveauté, c'était que la rue va être fermée à l'année. OK. Euh, euh, on avait vraiment, on a été capable de démontrer qu'un jardin de cette ampleur-là peut être réalisé en une saison. Toutefois, ça demande quand même un effort à considérer là, de tout, d'enlever la terre à la fin de la saison, entreposer les smart pots, entreposer le matériel. Il y a des pertes aussi associées au fait il y a des plantes, par exemple, il y a des plantes vivaces qui auraient pu rester dans le jardin. Puis là, tu sais, bref, ça comporte quand même une logistique importante. Et puis, on a déposé le projet cette année pour développer un projet de recherche, en fait, de production hivernale. Et là, la partie qu'on est moins sûr, là, c'est comment ça va se réaliser, c'est quoi, tu sais, exactement, quelle technique on va utiliser. Donc, c'est là où le laboratoire d'agriculture urbaine est vraiment un partenaire important là, dans ce projet-là. On va travailler vraiment ensemble pour voir qu'est-ce qui est possible de faire dans ce type de jardin-là éphémère dans la rue sur SmartPot. Qu'est-ce qui est possible de faire pour prolonger la saison le plus possible. Puis l'idée aussi, c'est de laisser cet espace-là. Tu sais, vous avez vu, là, oui, il y a la cour d'école, il y a un jardin, mais il y a un parc qui est une patinoire, deux grandes patinoires l'hiver. Puis l'idée, c'est vraiment de venir créer ici un jardin libre, un jardin d'hiver libre. Donc, peut-être aménager des petites buttes ou des trucs comme ça, mais pour que les gens puissent s'approprier cet espace-là l'hiver également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que nous, on voulait vous présenter, mais on est vraiment, vraiment disponible à répondre à vos questions, puis à aller peut-être plus précisément là, sur des aspects que vous souhaitez savoir. Je laisserai la parole, je vous laisserai la parole, puis je vais même arrêter mon partage d'écran. Voilà. Il y a une personne. Ah, non, c'est. Dans le fond, là, allez-y, Sylvain. Oui, merci pour cette présentation, très inspirant. Puis c'est un beau jardin, j'ai hâte d'aller le voir, là. Dès demain, je m'y mets. Il n'est pas encore là, par exemple. Ah, c'est un projet seulement? Non, il n'est pas encore installé. Ok, mais au moins il y a la serre, au moins je vais quand même me rapporter à ça. Mais bon point là. Pourquoi vous parlez effectivement des gros, ces smart pots, c'est les gros trucs ronds noirs, ok. En fait, pas facile à voler, mais possible de l'enlever avant l'hiver. Pourquoi ne pas le mettre sur des palettes, par exemple, justement pour que la municipalité soit plus facile à enlever? Ça fait partie de notre projet pour cette année. On a oublié d'en parler, là, mais oui, ça fait partie des choses qu'on veut faire cette année parce qu'en plus, sur l'asphalte, là, le smart pot directement sur l'asphalte, ça fait réchauffer beaucoup les racines. Ouais. Puis, il y a certains endroits sur la rue qu'on croit que justement, ça l'a surchauffé, puis ces endroits-là ont moins produit. Donc, même juste pour cet aspect-là, puis pour éviter aussi les accumulations d'eau, cette année, on va essayer de mettre ça sur des palettes. Ouais. Okay, parfait. Vous avez parlé des bris de verre à l'intérieur ou des mégots. Est-ce qu'il y a eu du vandalisme aussi? Quelqu'un juste qui coupait, juste pour couper? Non. Non. Non, je pense que le pire là, qu'on a eu, c'est en début de saison, quand on a fait la plantation, il y a des gens qui ont pris des plants, j'imagine, pour les amener chez eux. Là. Ouais, mais on n'a pas, non, pas vraiment de vandalisme. Non. Puis, pour compléter, là, l'espèce de vol de plan, là, ça se fait à chaque année. C'était vraiment pas quelque chose qui était nouveau, qui était particulier à ce projet-là. On a d'autres jardins qui sont ouverts et libres comme ça. Puis, à chaque année, il y a des gens qui viennent prendre des plants. Fait que c'est vraiment pas particulier au projet. Ce qui me fait dire que pourquoi pas faire une espèce de pépinière aussi en disant vous pouvez cultiver ça, récolter ça et peut-être prendre des boutures ou ça pourrait être aussi un autre jardin pépinière finalement. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est que Corinne va animer aussi un atelier qui s'appelle Espace citoyen, puis qui va être un peu dans cette idée-là d'échange de plantes, tu sais,
Par exemple, moi, j'ai produit trop de plants de tomates. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait les échanger contre des plants de poivrons? Exemple. On donne déjà avec la serre, on donne 10% de la production des semis à la communauté. Donc, je pense qu'on fait déjà quand même un effort pour redistribuer à la communauté, mais on ne peut pas non plus empêcher les gens qui sont peut-être pas au courant qu'on a ces distributions-là, comment on fait pour les rejoindre, je ne sais pas. Par exemple, je dirais juste comme les projets d'agriculture urbaine, c'est assez documenté. Le fait que ça vient vraiment s'enraciner dans les communautés, en fait, puis c'est même des projets qui sont contre la criminalité. Ça a été beaucoup, beaucoup développé puis étudié au Détroit, par exemple, dans les milieux où il y avait énormément de criminalité. Avec l'agriculture urbaine, ils ont été capables de démontrer que ça diminuait le taux de criminalité puis qu'il n'y avait pas tant de vandalisme qui se faisait dans les jardins. Puis nous, on constate de plus en plus cet aspect-là. Là. On avait eu un autre gros jardin qui s'appelait Végétalia sur un terrain vacant, je parlais tout à l'heure. Puis encore là, tu sais, quelques petits événements isolés là, qui arrivent. Par exemple, quelqu'un qui avait ouvert les valves de l'eau, tu sais. mais c'est vraiment des petits événements, mais il y a rien de majeur. Là. Ok. Ça fait plus penser à des petites bêtises que Ouais, vraiment un acte ouais. malsain. Ok. Et bon, on parle de nourriture, on parle de culture. Est-ce que, au point de vue de l'inclusion, est-ce que vous avez remarqué que ça permettait d'inclure différentes cultures, différentes personnes au sein et autour du jardin? Ben oui. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai surtout remarqué au niveau des gens qui venaient jardiner, là. Oui, il y avait surtout beaucoup d'échanges de culture au niveau, par exemple, de la nourriture, apprendre c'est quoi des okras, comment les cuisiner. Même moi, je ne savais pas c'était quoi. Puis, il y avait des gens d'autres cultures, par exemple, qui nous ont montré comment les cuisiner. Ouais, à ce niveau-là, oui, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'échanges de culture. Ok. Puis aussi, tu sais, la localité du jardin dans la rue est vraiment à proximité du jardin communautaire. Puis il y a des personnes qui jardinent dans le jardin communautaire qu'on n'avait jamais vu, qui font partie des communautés culturelles aussi, puis qui là sont venus dans le jardin, ils ont posé des questions, ils ont regardé, et qu'il y a vraiment eu un échange qui s'est fait autour de l'agriculture urbaine en ayant ça à proximité. Puis c'est des communautés qu'on rejoint plus difficilement. Le fait que oui, ça, on a pu le voir. Ouais, ça, je pense que c'est important. Puis effectivement, je pense que ça fait aussi partie de vos objectifs. Ce n'est pas juste de pousser des végétaux, mais c'est aussi d'apporter les gens autour. Vraiment. Et enfin, c'est l'entretien. Est-ce que vous avez comme un mandat d'entretenir ou est-ce que c'est vraiment libre et puis ça fonctionne de façon autonome? Non, c'est nous qui l'entretenons avec nos jardiniers. Ouais. Ouais, ok. Oui. Merci. Ça, c'est aussi une clé du succès, si je peux dire. Là, si, on a moins regardé qui était dans l'assistance, là, mais il y a comme une espèce de mythe où les jardins vont s'entretenir tout seuls, où justement la communauté va être très impliquée, mais ça prend quand même une personne qui coordonne le tout puis qui va aller chercher les personnes-là. C'est difficile de mettre en place des projets puis qu'après ça, la communauté se l'approprie si la communauté n'a pas été impliquée dès le départ. Là. Puis même à ça, c'est difficile d'entretenir des jardins. Puis souvent, en tout cas, j'ai eu beaucoup de discussions avec ça, avec d'autres collègues aussi qui sont dans le domaine de l'agriculture urbaine. Puis, on essaye un peu de déconstruire ce mythe-là que les citoyens vont le faire par eux-mêmes parce que ça demande quand même des compétences. C'est beaucoup de ressources qui sont mises, qui sont investies aussi. Tu sais, ça ne coûte pas rien, là, me faire un jardin comme ça a quand même des coûts. Puis, quand on met en place ces gros jardins-là, c'est quand même important d'avoir des récoltes, des résultats, que ce soit beau. Puis ça prend des personnes en charge. Puis aussi, si je peux rajouter, je pense que les passants, par exemple, qui auraient eu envie d'entretenir, souvent, ils n'osent pas. Puis souvent, ils attendent justement qu'il y ait une personne responsable qui soit là pour leur demander. Comme moi, j'avais une dame l'année dernière qui venait tailler les tomates. Mais elle me l'a quand même demandé d'abord, puis elle m'a demandé si elle pouvait venir à certains moments pendant la semaine pour le faire, même si j'étais pas là.
Donc, ouais, je pense que les gens, ils osent pas vraiment juste venir entretenir le jardin, même s'ils ont des connaissances en jardinage. Ouais. Ok, bah, merci pour tout ça. Mais je retiens en fait qu'il y a quand même la communication, hein. Je pense que c'est quand même clé, c'est peut-être le fil aussi pour tout Ouais. ça. Merci beaucoup. Et merci Merci. pour vos questions. Il y a Rachel qui demande combien d'heures de travail ensemble l'ensemble de votre équipe devait-elle mettre par semaine? Ben, l'année dernière, j'étais chargée de projet, donc, puis j'avais une animatrice horticole qui travaillait avec moi. On travaillait les deux à temps plein, mais par contre, c'est pas notre seul jardin. Donc, on a, ben, c'est ça, l'autre jardin dans la cour d'école, puis on a aussi l'autre jardin plus au nord, là, qu'on a montré tout à l'heure. Puis, on avait aussi accès à certains jardins communautaires l'année dernière. Donc, tout ça, ça faisait comme 2 postes à temps plein. Par contre, l'entretien du jardin sur la rue Dufresne se faisait beaucoup avec des bénévoles, donc en grosse équipe. On a été jusqu'à 20 personnes à certains moments. On donnait 4 ateliers de jardinage, donc sur la rue par semaine, de 2 à 3 heures à chaque fois. C'est sûr que pendant les ateliers de jardinage, on n'est pas... on met pas nos jardiniers sur du gros travail comme sans arrêt, là. Mais c'est quand même beaucoup de travail puis beaucoup d'entretien, là, ce jardin-là. Oui. C'est vrai que on pourrait peut-être mieux évaluer combien de temps on met dans l'entretien. Ça pourrait effectivement être un aspect à évaluer. Merci pour la question. Mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a une partie qui est faite avec les participants. Donc, seulement, je ne sais pas, en fait, vous pouvez prendre aussi la parole, hein, là, tous les micros sont fermés, mais vous pouvez aussi poser des questions en vrai, là, ça va nous faire plaisir de Oui, vous. mais désolée, là, ça va être plus rapide là, si vous avez d'autres questions. Mais c'est ça, j'ai écrit l'autre question parce que moi, je travaille dans un arrondissement, puis je voulais savoir c'était quoi comme. Vous avez beaucoup parlé des enjeux, fait que c'était super pour moi. Je voulais savoir comment ça avait été la collaboration avec les travaux publics. Est-ce que ça s'est passé facilement? Vous avez été de la misère, par exemple, à définir qu'est-ce qui était la tâche de qui? Peut-être cette superabilité, là. Est-ce que vous voulez commenter ça? Ben oui, on peut commenter certainement. Mais l'année passée, en fait, c'était vraiment, tu sais, la promenade des saveurs avait vraiment un caractère de projet pilote. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une espèce de, tu sais, des fois c'était peut-être un peu moins fluide que cette année, par exemple, là, dans le sens où on ne savait pas trop à qui s'adresser, on ne savait pas trop qui était responsable de telle activité, par exemple, de quelle intervention. Tu sais, il y avait tout l'aménagement de la piste cyclable aussi. Fait qu'au départ, c'était un peu plus, tu sais, je dirais flou, là. Il y avait un flou quand même de qui était responsable de quoi. Mais par contre, cette année, ça va vraiment, vraiment bien, là. C'est assez exceptionnel à quel point ça va bien. Puis, tu sais, l'équipe de l'arrondissement aussi, tu sais, ils sont contents de ben, les échos qu'on en a, là, on ne sait pas, toutes les équipes sont contentes de ça, là, mais l'écho qu'on a quand même, c'est que c'est un projet qui amène quand même aussi de la fierté à l'arrondissement. Qui a eu une belle visibilité aussi. Tu sais, la promenade des saveurs a remporté le prix Novaï, qui était vraiment en collaboration avec l'arrondissement. Fait que, ouais, tu sais, ça va vraiment bien. Il y a une belle visibilité qui sont là, puis qui a amené la promenade des saveurs. Puis, tu sais, moi, personnellement, je trouve que ça va bien aussi avec la chargée de projet, qui est vraiment une personne qui est très joviale, puis c'est dynamique. Fait que ça va bien, nous. Ça va vraiment bien. Mais c'est sûr que si j'avais un conseil à donner, là, ce serait certainement d'établir dès le départ qui est responsable de quoi. C'est d'établir c'est quoi la séquence des interventions dans le jardin. Pour la fermeture de rue, par exemple. C'est quelle division qui va fermer la rue, qui va apporter les jerseys, par exemple. C'est vraiment comme que la ville, eux, se parlent parce que on n'a pas les compétences de définir c'est quoi
la séquence des interventions, c'est vraiment l'arrondissement qui peut le faire. Mais un coup que ça s'est établi, ça va bien. Puis je pense aussi que c'est normal que la première année, ça soit comme moins fluide, là, parce que des fois, on pense pas nécessairement à certaines choses qu'on a besoin. Puis comme je pense par exemple à l'irrigation, là, avant d'installer le jardin, je savais pas vraiment comment ça allait s'installer au final, là. Fait Mhm, que c'est ça. Je pense que ça prend de la pratique un peu aussi, là. mhm. Finalement, pour l'irrigation, j'ai peut-être manqué, pas entendu au début. Est-ce que vous avez continué avec le tuyau, alors c'est perforé, là, je me souviens pas, mais qui, comment? Goutte à goutte? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez continué avec ce système-là? Oui. OK. Ouais. Oui, puis tu sais, dans les jardins collectifs, c'est souvent un enjeu, là, l'arrosage. J'ai quand même plusieurs années d'expérience en agriculture urbaine, puis c'est un des enjeux principaux de trouver des personnes qui vont venir l'arrosage, la fin de semaine, etc. Euh, Comme la quantité puis la qualité de l'arrosage est aussi très irrégulière, là. Tu sais, fait que ça constitue un enjeu important. Puis nous, on a décidé d'y aller avec le système de goutte à goutte parce que, vu l'ampleur du jardin, c'était quand même un jardin tu sais, qui était grand. Euh, Puis pour économiser l'eau aussi, tu sais, ça a un impact environnemental qu'on n'a pas la capacité d'évaluer. On ne sait pas combien d'eau on sauve, par exemple, sauf qu'on sait certainement que ça diminue la consommation d'eau. J'ai une autre question, mais je vois que vous avez des questions dans le chat. Je pense que c'est plus les commentaires. Corinne, elle a pris des En fait, super j'ai belles pris notes. des notes pour les gens, si vous n'en avez pas pris de votre côté, là, si vous voulez prendre ça puis relire ça comme lecture de chevet à un moment donné. Mais non, je pense pas qu'il y avait d'autres questions. Oui, j'ai une question. Allez-y. Oui. Moi, j'aimerais savoir, donc, à la fin de la saison, quand vous savez enlever les bacs, les bois en géotextile et tout ça, les récoltes que vous avez eues comme à la fin, ça a été réparti entre les participants, les bénévoles, ou comment ça marchait de ce côté? Et vous l'avez fait quand, à peu près, juste pour savoir des dates? C'était à la mi-octobre, début ou milieu d'octobre qu'on a défait tout le jardin. Pour ce qui est des récoltes, à la fin, il restait déjà plus grand-chose vu qu'on savait que ça s'en venait, là, la fin. Donc, on avait quand même récolté beaucoup de choses avant. Par contre, avec les récoltes de tomates vertes qu'on a eues, on a fait un gros ketchup vert qu'on a distribué dans l'équipe du Carrefour, puis dans les participants. OK, super. Puis pour les choix de plantes, est-ce que vous avez une liste de qu'est-ce que vous avez fait qui marchait bien, mettons, dans ce modèle comme ça, de cultiver directement sur l'asphalte? Tu voulais-tu y aller, Sylvie? Non, je te laisse. Non. Oui, c'est sûr que l'enjeu qu'on a eu l'année dernière, il y avait la chaleur parce qu'on n'avait pas de palette, puis on n'a aussi pas rempli les smart pots jusqu'en haut. Donc, je pense que ça va peut-être être plus à voir cette année parce que toutes les smart pots qui étaient sur la terre, là, comme dans la partie du parc sur la pelouse, là, ça, c'est la partie qui a vraiment le mieux fonctionné. Puis aussi les smart pots qui étaient un peu plus à l'ombre. Donc, c'est ça. On va essayer de voir cette année avec un plus haut niveau de terre, peut-être du paillis sur le dessus, puis des palettes en dessous des smart pots. Je pense que juste ça va faire une grosse différence. Et avez-vous pensé à expérimenter avec les bacs à réserve d'eau? Et je sais que là, ça serait vraiment le point de c'est qui va remplir la réserve. Mais en tout cas, nous, on a fait un projet avec des bacs à réserve d'eau. Puis ça donnait tellement bien pour les tomates, par exemple. Les bacs à réserve d'eau, c'est comme un bac avec un double fond, c'est ça? C'est ça.
C'est le bac à double fond et un format beaucoup plus grand que les typiques des bacs à recyclage. OK. On a fait des tests l'année passée en face de l'église qui est sur Saint-Joseph, puis la rue Garnier. Et c'est le jardin qu'on a appelé le jardin solidaire. On a installé 50 bacs à réserve d'eau. Puis on a dû protéger le terrain pour pouvoir récolter pour les gens aussi qui ont été dans le besoin. Ça a bien donné. Donc, Est-ce que vous le faites encore cette année? et moi, j'étais responsable l'année passée, mais cette année, je ne suis pas. Là, j'ai eu un bébé, donc je suis en congé de maternité, puis je m'intéresse beaucoup à ce type de projet. OK. Mais non, j'avais pas pensé à faire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est quoi le nom de l'organisme? Oui, c'est la maison d'Aurore. La Maison d'Aurore? OK. Mais la personne qui travaille là. Le jardin solidaire, l'année passée, on a fait l'installation des bacs, des points textiles, puis des bacs à réserve d'eau. Puis en format beaucoup plus grand, des bacs à réserve d'eau, ça a bien marché. Donc, ça pourrait peut-être fonctionner. OK. Ben, c'est une bonne idée, je vais regarder ça. Mais c'est ça, tu sais, puis il y a tellement d'autres possibilités aussi. Tu sais, nous, on est allé avec le géotextile parce que c'est ce qu'on connaissait un peu, tu sais, puis des fois, c'est rassurant d'aller avec les choses qu'on connaît, mais effectivement, il y a peut-être d'autres modèles. C'est super pertinent comme commentaire. Puis l'autre, juste répondre aussi à Lilia, tu sais, effectivement, quand il y a eu des récoltes plus importantes ou tu sais, qu'il y en avait trop pour les participants, on a aussi une cuisine collective où on a des cuisinières qui peuvent transformer les récoltes supplémentaires. Oui, ça, c'est super. Oui. Donc, vos animations, vous les faites à 3 fois par semaine, c'est ça? Vous avez... On n'est pas encore sûr là, pour cette année parce que en fait, je pense que l'année dernière, on faisait les très longs ateliers de jardinage parce qu'on faisait que du jardinage. À cause de la pandémie, on n'avait pas vraiment le droit de donner des ateliers, en fait. Mais cette année, je crois qu'on a un peu plus le droit. Donc, je suis en train de revoir tout ça en ce moment-là. OK, super. Ben, j'ai hâte de voir vos animations, de participer cette année. Merci. Merci. Je ne me trompe pas, il y avait une autre question qu'on n'avait pas répondu. Oui, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut poser une question avant. Non, mais je me lance, puis vous m'interrompez. J'avais 2 questions. On parlait tantôt de mettre des smart pots sur des palettes, mais il n'y a pas des chances que ce soit comme que la palette pourrisse à la fin de la saison, vu que c'est des gros smart pots, que ça soit écrasé. Peut-être que ça se renforce, mais je me demandais si vous aviez pensé à ça. Et elle répondait à la question, je me souviens de la prochaine. Oui, c'est la prochaine question, pardon. C'était est-ce que ça te dérange le fait que ça laisse un cerne sur la rue après, ou est-ce que ça se lave? Finalement, personne s'en est plaint. Finalement, non. C'est pas mal parti avec la pluie, là. Je pense que l'enjeu, c'est plus les smart pots qui étaient sur le gazon, que là, ça a comme étouffé le gazon, puis cette année, ça n'a pas encore repoussé. Mais on risque d'en remettre aux mêmes endroits, donc plus pour un projet éphémère que là, ça serait peut-être plus un problème là, sur le gazon. Puis pour les palettes, oui, on y a pensé. On n'a pas encore la réponse parce qu'on n'a pas expérimenté encore, mais il y a d'autres, tu sais, j'ai vu d'autres images là, que les smart pots étaient sur des palettes. J'ai comme l'impression que c'est possible. Puis on a pensé aussi les peindre pour assurer une perméabilité du bois, là, puis pour pas que ça pourrisse, mais on pourra vous le dire à la fin de la saison, voir si ça a fonctionné. On ne sait pas encore.
Super. Ben, de toute façon, je vois il y a souvent des articles sur les éditions de cette revue. Donc, je pense que je vais le lire aussi. Mais super. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai plus de questions. OK. Merci beaucoup pour la présentation. Dernière question, c'est possible? Oui, puis juste aussi avant que les gens commencent à quitter, là, moi j'avais un petit sondage, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, là, mais si vous voulez attendre encore quelques minutes là, après peut-être cette dernière question-ci, j'ai un petit sondage d'appréciation. Puis après, s'il y a encore d'autres questions, puis il y en a qui doivent quitter, on fera comme ça, mais restez encore un petit peu pour mon petit sondage. Sinon, Corinne, tu peux même le lancer. Les gens Oui, OK, lancer. parfait. Oui, on va répondre aux questions en même temps. OK, parfait. Allez-y, Lilia. Et dans le fond, j'aimerais savoir, vous avez dit que le système de goutte à goutte est installé par la ville, par l'arrondissement. Donc, vous savez pas juste, vous savez comment vous avez fait pour contacter la personne c'est vraiment la conseillère d'aménagement qui a fait ça? Ou, Non, en fait, on a fait en collaboration avec la ville. Donc, ils ont fait comme la moitié du travail, puis nous, on a fait comme l'autre moitié. L'arrondissement s'est occupé de faire amener l'eau de la borne fontaine jusqu'à, voyons, c'est pas des drains, là, mais non, des endroits où est-ce que l'eau pouvait sortir, que moi, je pouvais allumer l'eau à ces endroits-là. Ah, OK, comme les petites pompes qui s'ouvrent, tout ça? Ouais, c'est ça. Donc, ils se sont occupés d'amener l'eau de la borne fontaine jusqu'à plusieurs endroits où est-ce que moi, je pouvais ouvrir l'eau. Puis, moi, dans le fond, j'ai installé le système goutte à goutte sur ces endroits-là. OK. Puis, comme ça, après ça, on pouvait juste ouvrir puis fermer les robinets à chaque endroit. OK, donc dans le fond, c'est vous que vous avez installé les systèmes, mais eux, ils ont amené Ouais. la pompe fontaine vers vous, vers les... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'ils ont sorti l'eau de la borne là, avec c'est quand même un mécanisme qu'eux doivent installer absolument. Puis après, ils ont fait plusieurs sorties d'eau. OK. C'est à partir des sorties d'eau que nous, on a installé notre système de goutte à goutte. Ah, OK, parfait. Parce que si vraiment, je trouve que c'est le plus compliqué, c'est l'arrosage à Ouais. contrôler. Donc, oui, ça c'est top que vous avez réussi à faire. Oui. L'arrosage. Ouais. Bon, merci de votre réponse. Je prendrais peut-être une dernière question s'il y a quelqu'un qui a une dernière question. Sinon, je vous invite à participer au sondage. Je vais arrêter. Ben oui, puis aussi, je sais qu'il y en a d'autres d'entre vous qui se sont déjà inscrits à nos autres conférences, ateliers. Donc, demain, on a à 1h30, si je ne me trompe pas, la foire aux questions. Donc, si vous avez des questions vraiment plus peut-être précises là, par rapport à des plans ou votre jardin ou par rapport à notre serre aussi, on va avoir Max et Toby qui travaillent dans la serre, là, dans Centre-Sud, qui vont être là pour répondre à vos questions, si vous n'êtes pas déjà inscrits. Sinon, notre prochain, ça va être le 20 mai, ça va être sur les champignons, donc le rôle des champignons dans le jardin, super intéressant aussi. Puis finalement, l'espace citoyen, comme que Sylvie a mentionné tantôt, mais ça va être le 26 mai, puis c'est vraiment là le moment de vous échanger entre vous vos petits tips and tricks que vous avez développés à travers le temps ou poser des questions entre vous, vous dire j'ai trop fait de semis de telle chose, est-ce que tu habites où, est-ce qu'on peut se rencontrer, ou j'ai trop de pots, est-ce que quelqu'un a un pot de cette grosseur-là? Donc, c'est vraiment un espace pour vous. Puis ça va être le 26 mai. Donc, si vous pensez que ça peut intéresser des gens aussi autour de vous, vous pouvez faire passer le message. Ce serait super cool d'être le plus possible pour ces belles conférences et ateliers ensemble.